Mme Alice Cleven, conseillère municipale du district 6, et Mme Catherine Séguin, greffière. Et à ma droite, M. Dominique Lirette, directeur de l'urbanisme, et M. Guillaume Marasco, chargé de projet à l'urbanisme. Donc, je déclare l'ouverture de l'Assemblée. Il est exactement 17 heures. Donc, présentation des projets de règlement. M. Dominique Lirette, directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, et M. Guillaume Marasco, chargé de projet à la réglementation et au plan d'urbanisme, vont faire un résumé, un exposé des projets de règlement suivants. Règlement numéro 3001-2004-27, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de modifier les limites de zone H1 128 et H1 129. Par la suite, le règlement numéro 3001-2024-28, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599, tel qu'amendé. Et le règlement numéro 600-2024-16, modifiant le règlement de lotissement numéro 600, tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599. Alors, messieurs, je vous donne la parole. Merci Valérie. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais présenter le projet de règlement 3001-2024-27. Donc, c'est un règlement qui consiste à modifier la limite des zones H1 128 et H1 129. Donc, ce qu'on vient faire, dans le fond, avec le plan, on va pouvoir le voir. Donc, on voit du côté droit, du côté gauche de l'écran, que le lot concerné est vert et il y a une ligne de zonage qui traverse le lot, donc qui le divise en deux. Donc, on vient seulement redélimiter la zone. Donc, à ce moment-là, on vient modifier pour que la nouvelle zone soit en limite avec les limites du cadastre. Donc, on peut voir sur le plan là, avec le nouveau zonage là, que la ligne rouge est vraiment en limite avec le lot. Donc, c'est ça qu'on est venu faire pour le projet de règlement de lotissement 3001-2024-27. Donc, je vais vous laisser avec M. Lirette pour le projet de règlement 3001-2024-28 qui va vous expliquer la suite. Merci. Parfait. Le règlement 3001-2024-28, c'est pour se conformer au règlement 599 pour suite à l'adoption du plan particulier d'urbanisme. L'article 1 prévoit une petite modification à l'article 89.1 du règlement 3001. Donc, on ajoute dans ce règlement-là que les projets intégrés d'habitation situés sur un lot desservi sont assujettis à la densité d'occupation prescrite à la grille des usages et des normes. Ensuite, l'article 1127-8, qui est le deuxième article du règlement, c'est la mixité d'usage. On va autoriser la mixité d'usage, donc une mixité entre le commercial et le résidentiel, l'habitation. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs conditions. Donc, le bâtiment comprenant un usage commercial et un usage d'habitation est autorisé à ce que les logements sont situés aux étages supérieurs et les logements au sol et au rez-de-chaussée ne sont interdits. Les commerces au sol sont autorisés exclusivement si c'est une extension d'un commerce qui est au rez-de-chaussée. Ensuite de ça, les bâtiments à usage mixte, il ne doit pas avoir de communication entre le commercial et le résidentiel. Puis le nombre de cases de stationnement est calculé distinctement. Donc, tu as un nombre de cases pour le résidentiel puis un nombre de cases pour le commercial. L'article 1127.30, donc on introduit dans le PPU l'installation de bornes de recharge, de bornes électriques. Donc, pour les habitations H3, donc qui sont les trifamiliales, on demande seulement qu'il y ait une installation électrique par logement. Pour les multilogements, donc les H4 et plus, c'est 0,5 installations électriques par logement, mais on exige une borne de niveau 2 plus une borne également de niveau 2 par tranche de 10 logements. Donc, si on a 5 logements, bien, on va avoir 2 bornes supplémentaires aux 2 bornes initiales. Dans le commerce C1, de type de classe C1, C2 et C3, C4, c'est-à-dire, bon, on exige à ce moment-là une borne de niveau 2 pour 20 des cases de stationnement. Pour les stations-service, mais là, c'est plus complexe. On demande une borne de niveau 3 par pompe d'essence, plus une borne de niveau 2 ou 3 pour les 10 des cases de stationnement.
Et puis pour tout autre usage, exemple public, usage institutionnel, à ce moment-là, on va demander une borne de niveau 2 pour 10 des cases de stationnement. Pour l'article 1127-30.31, les stationnements pour vélo, aussi, c'est une nouvelle chose qu'on a introduit. Donc, si on veut mettre du transport actif, ça nous prend des stationnements pour vélo. Alors, ce qu'on exige, c'est pour toute habitation de classe H3 trifamiliale et H4 multifamiliale, on a un minimum d'unités de stationnement pour vélo par tranche de 2 unités de logement. Ça veut dire, c'est pas compliqué, si on a 3 logements, on a 2 unités de stationnement de vélo. Si on a 8 logements, bien à ce moment-là, on a 4 unités de case d'espace pour le stationnement de vélo. Pour tous les usages autres que l'habitation, par exemple, c'est un minimum de 2 unités de stationnement pour vélo qui doivent être aménagées, auquel on ajoute une case de stationnement pour vélo par tranche de 10 cases de stationnement hors rue. Donc, ce qu'on comprend, c'est, mettons, on a un commerce, il y a 2 unités d'espace de stationnement obligatoire. Et si on a 35 cases de stationnement pour voiture, donc on dit par 10 par tranche de 10, donc ça nous donne 4 unités d'espace de stationnement supplémentaires pour les vélos. Et ces espaces pour les vélos, dans les commerces ou des choses comme ça, ils doivent être situés à 15 mètres maximum de l'entrée principale, pas que ça à l'autre bout. Et les bâtiments comprenant une mixité d'usage, bien, le nombre de stationnements pour vélos s'applique distinctement. Donc, on va faire un calcul pour l'habitation et un calcul pour le commerce. Différent. Les aménagements de stationnement, l'article 11.27.32. Donc, l'aménagement des aires de stationnement doit être conforme aux dispositions suivantes. Donc, on a ajouté plein de choses là-dedans. Toutes les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation doivent être pavées, asphaltées, bétonnées ou avec un pavé de béton alvéolé végétalisé. Et ça, au plus tard, 18 mois après l'émission du permis de construction. Toute aire de stationnement de 200 mètres carrés et plus et toute allée de circulation devait être entourée d'une bordure de béton coulé monolithique. Toute aire de stationnement et allée de circulation immanente doivent être munies d'un système de drainage en site propre, donc doivent drainer leurs propres eaux. Et les aires de stationnement comportant de 30 cases et plus, on doit prévoir à toutes les 15 cases un îlot de verdure. Et cet îlot de verdure-là doit avoir un minimum de 20 mètres carrés. Donc, on va pouvoir planter des arbres et des arbustes, là, faire un aménagement paysager. Toute installation de dispositifs d'éclairage, donc pour éclairer les aires de stationnement, ne doit pas dépasser 10 lux. Pour vous donner un exemple, une nuit de pleine lune, c'est 0,5 lux. Une rue éclairée en banlieue, on parle entre 20 et 50 lux. Puis une journée plein soleil là, d'été, c'est entre 50 000 et 100 000 lux. Donc, 10 lux, ça va favoriser aussi le ciel noir, évidemment, pour le secteur. Donc, ce n'est pas si grand que ça comme éclairage. Par la suite, l'article 11.27.34, on les enseignes nécessitent un certificat d'autorisation. Donc, les enseignes qui ont été énumérées plus tard, dans le cadre du PPU, qu'ils soient en marge avant ou en marge latérale, vont nécessiter des certificats d'autorisation. Donc, le nombre d'enseignes sur muret, sur socle, sur poteau ou sur une marquise, on est limité par une par terrain. Donc, c'est évidemment une enseigne sur muret, sur socle ou sur poteau peut être utilisée par plusieurs locaux, là, on s'entend. Le nombre d'enseignes à plat, projetantes ou sur auvent est limité à une enseigne par local. Toutefois, pour un local qui donne sur un coin de rue, il pourra avoir une enseigne sur chaque côté. L'annexe 1 est également modifiée, qui est le plan de zonage. Comme vous pouvez le constater sur le plan, à gauche, dans l'actuel, nous avions à peu près 8 zones. Et puis, dans le plan proposé, on a réuni que certaines zones ensemble pour faire la zone H164. On a réduit la zone H173, on a créé une zone H177. Et puis, on a fait plusieurs zones, on les a réunies ensemble pour identifier la mixité, contrairement à des zones seulement de public ou des zones exclusivement commerciales. Suivant ces modifications-là de la carte, il faut également modifier les grilles de zonage. Donc, on vous a donné un exemple ici, ça ressemble à quoi une grille de zonage, là? On ne les fera pas les 8 ou les 9. Mais par exemple, la zone H164, donc c'est la zone qui regroupe 3 zones, qui est la plus grosse des zones.
c'est une zone multifamiliale, exemple, avec une densité minimale de 50 logements à l'hectare, quand c'est desservi par le service d'égouts et d'aqueduc. Et lorsque c'est desservi seulement par un service, mettons seulement par l'aqueduc, on parle de 6 points logements à l'hectare. La marge avant minimale est de 3 mètres et maximale est de 5 mètres. La hauteur en étage n'est pas limitée dans le secteur du PPU. Donc, dans chacune des zones, on a des modifications. Par exemple, à la zone H166, on prévoit des habitations bifamiliales, trifamiliales, multifamiliales. On parle ici d'une mixité d'usage également. Et puis, on parle d'une densité maximale de 20 logements à l'hectare. Dans la zone P170, des zones de parc qui est service public, on parle seulement de marge avant, puis dans le secteur PPU, c'est-à-dire. Dans la zone C171, c'est des commerces de première nécessité, des commerces locaux, des récros touristiques. Là, on a une mixité de logements également, et on prévoit 20 logements par hectare. Dans la zone H172, c'est seulement de l'habitation unifamiliale. Densité maximale, c'est de 0,25 logements à l'hectare quand c'est non desservi. Dans la zone C173, c'est encore des commerces de première nécessité, des commerces locaux, des récros touristiques. Et là, ici, on parle de 6,7 logements par hectare quand il y a un seul service dans ce cas ici. Dans la zone 174, c'est les commerces de première nécessité, les commerces locaux et les commerces automobiles. Quand on parle de commerce automobile, on parle de station-service avec dépanneurs. Donc, ça, c'est seulement ce qui est autorisé dans cette zone-là. Dans la zone 173, c'est première nécessité, locale de mixité avec logement. Donc, ici, on parle de mixité de logement à 20 logements par hectare quand c'est desservi avec égouts aqueduc et de 6,7 logements lorsqu'il y a un seul des deux services. Et puis là, la zone C, 177, c'est première nécessité, commerce local et récros touristiques. Il y a une mixité également de logements dans ce secteur-là, donc de 20 logements à l'hectare. Et les parcs et les services publics sont également autorisés dans ce secteur-là. L'annexe 2, comme vous pouvez voir, ça, ce sont les fameuses notes qu'on retrouve en bas des grilles de spécification. Donc, on voit qu'est-ce qu'on a ajouté. On a ajouté évidemment autorisé uniquement sur les terrains desservis. Et on a ajouté la note 39, les dispositions du chapitre 12 relativement au secteur du PPU s'appliquent. Donc, pour chacune des grilles où ce qu'on sera dans le PPU, on va avoir ces notes-là pour les référer aux bons articles dans le règlement 3001. Je vous laisse le règlement 600-2024-16 avec Guillaume. Merci, Dominique. Donc, on va conclure la présentation avec l'amendement que Dominique vient de nommer, 600-2024-16. Ça concerne le règlement de lotissement, pardon. Donc, encore là, c'est pour se conformer au plan d'urbanisme 599. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est seulement un article. On est venu ajouter au tableau, dans l'aire d'affectation villageoise, la section, si on veut, desservie, parce qu'il y avait seulement partiellement desservi et non desservi. Donc là, ce qu'on vise, c'est l'égout et l'aqueduc, donc ça devient un secteur desservi. Et à ce moment-là, on est venu ajuster là, la superficie minimale des lots. Donc, ce qu'on veut, c'est 800 mètres carrés minimum par lot et 20 mètres de large là, de frontage également. Là. Donc, c'est les dimensions qu'on va exiger là, dans un secteur desservi dans le PPU. Donc, voilà, ça concerne l'amendement. Et ça termine la présentation des projets de règlement. Merci à vous deux. Donc, nous sommes rendus à la période d'intervention. Est-ce que nous avons des questions? Non. Donc, c'est ce qui conclut notre séance de consultation publique. Il est actuellement 17h15. On vous remercie et au plaisir. Bonne soirée. On se voit tantôt.